habituer la population à la dictature. Oui, Il n'y a plus de gilets jaunes dans les rues, on est tranquille. Dans l'analyse du virus, par rapport au virus précédent, il y a 8 séquences différentes. 6 de ces 8 séquences sont concentrées sur un tout petit segment de 300 codons, une toute petite place du virus. Et dans ces 6 séquences particulières, il y en a 3 qui sont directement issues du sida. Mais la probabilité pour qu'une telle anomalie soit réunie au même endroit est de l'ordre, d'après un statisticien américain, de l'ordre de 1 sur 10 000. Une maladie infectieuse, ça se diagnostique et ça se traite. On n'attend pas 3 semaines, 6 semaines que les anthropologues, les sociologues du comité scientifique aient bien voulu dire que « Ah bah oui, c'est très intéressant ». Je n'ai pas eu connaissance d'intoxication récente à la chloroquine qui ait défrayé la chronique. Ils ont stoppé la commercialisation libre en France à partir du moment où les Chinois, car c'est comme ça qu'on a su les choses, que les Chinois ont dit que ça marchait. C'est à partir de ce moment-là qu'en France, on a interdit à la vente. Les Français sont mis en danger parce qu'ils n'ont plus assez de services hospitaliers de réanimation, qu'ils n'ont pas assez de respirateurs. Il faut que les Français aient peur, qu'ils restent confinés. Pendant ce temps-là, on met nos lois. Et puis pendant ce temps-là, on les conditionne à avoir peur. Après, comme ça, quand dans 6 mois, on leur dira qu'il faut faire le vaccin obligatoire, ils ne broncheront pas. Moi, je voudrais insister sur un autre aspect du confinement. Médicalement, c'est stupide. Les confinements de la population. C'est pas comparable le nombre de morts, c'est dans les pays qui confinent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et en plus, je rajoute quand même, ils veulent absolument nous faire un vaccin. Ils veulent nous faire un vaccin parce il y a actuellement 30 pro-vaccins qui sont en cours d'étude. Raoult a quand même... c'est scandaleux ce que raconte Raoult. Il veut qu'on traite à 10 centimes le comprimé, alors qu'on pourrait vendre ces produits à 3 000 € le mois. Alors Nicole Gérard de Lépine, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview pour le compte de l'association Culture Populaire Nice que je représente. Alors je rappelle que vous êtes tous deux oncologues, spécialistes d'études et de traitement du cancer. Vous vous battez depuis plus de 40 ans afin d'améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer et vous informez la population sur l'état actuel de la science en vous basant sur des faits avérés, sur les registres nationaux des cancers et sur les publications internationales. Vous avez coécrit, entre autres, Hystérie vaccinale, sous-titré Vaccins, garde asile et paradoxe, Médicaments anti-cancer, peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix, Cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin, Cancer, un fléau qui rapporte, écrit par Nicole. Vous avez ici... Soigner, obéir, Soigner, obéir, qu'on avait écrit en 2016 pour dire justement la catastrophe sanitaire dans laquelle on est. D'accord. Et les solutions qu'on proposait aux politiques. Bon, ça n'a pas été écouté. Mais enfin, les solutions qu'on avait proposées sont toujours valables. C'est toute actualité. Au moins, ça. D'accord, ok. Vous avez également un site internet www.nicoledelepine.fr. Et ben déjà, première question. Voilà, d'accord. Première question, comment allez-vous et comment vivez-vous ce confinement ? On va bien parce qu'on se bat, parce qu'on a quand même beaucoup de contacts avec beaucoup de gens pour justement essayer d'informer et surtout de limiter la désinformation. Quant au confinement, on ne le vit pas si mal que ça à titre personnel, mais on est quand même dans une colère noire parce que ce confinement n'a rigoureusement aucune raison d'être. Le confinement général de toute une population n'a jamais démontré quelque efficacité que ce soit, même dans les siècles passés. Et ce qu'il faut comme confinement, c'est effectivement, on isole les malades, on isole leurs contacts, et les autres, tant qu'on ne sait pas où sont les porteurs, parce qu'évidemment, il peut y avoir des porteurs sains, les autres doivent se promener avec des masques, et comme partout, vous voyez les images du Japon, de la Corée du Sud et tout ça, ils ont tous leurs masques, ça ne doit quand même pas être insurmontable de porter des masques plutôt que d'être empêché de travailler, de ruiner l'économie, mais au-delà de l'économie, moi, comme pédiatre, je vois aussi ruiner l'état des enfants, l'état psychologique, les stress post-traumatiques que ça va engendrer qui vont durer longtemps, éventuellement de nombreuses années. Les psychologues vont avoir du travail, on en avait formé beaucoup, mais au moins elles vont avoir du boulot. C'est absolument insupportable. Et puis on commence déjà au bout de 8 jours à avoir pas mal. Bon, les gens se téléphonent beaucoup, donc nous aussi. Et on commence à avoir quand même des sentiments qu'il y a quand même des couples un peu limites, ça va se taper dessus. Les enfants battus, ça va être terrible. Les déprimés vont peut-être se suicider. Enfin,
Et on va retrouver sûrement un certain nombre de gens morts chez eux quand ils étaient tout seuls. C'est une honte absolue. Et c'est absolument aucune justification médicale. C'est une décision prise à la va-vite, sur la pression peut-être des médias aussi. Il faut faire quelque chose, Ils font comme ça en Italie, alors on va faire comme ça en Italie. Il n'y a aucune justification scientifique de ce confinement général. Là, je dis bien le confinement de la population des populations affectées, oui, tant qu'on les traite, mais pas de la population ancienne et aucune raison d'intérêt pour l'école. En plus, on a quand même démontré que c'est... Les enfants ne sont pas atteints particulièrement par le coronavirus, bien au contraire, en dessous de 15 ans, c'est exceptionnel. Donc ils ont pris comme modèle la grippe, où les enfants transmettent effectivement la grippe aux gens plus âgés. Ce modèle est complètement faux pour le coronavirus. Mais comme ils se sont dépêchés d'inventer quelque chose avant d'avoir les données, ils ont fait n'importe quoi. Oui, ils n'ont pas tenu compte des données. Oui, peut-être parce qu'elles n'allaient pas dans leur sens. Vraiment, là-dessus, notre travail, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, c'est quand même notre travail quotidien, on a d'essayer de faire des articles ou des tweets ou des posts dans Facebook, on veut essayer d'informer ou des mails aux amis, d'informer pour qu'ils perdent parce qu'ils ont quand même réussi à créer une telle psychose que les gens, ils meurent de trouille. Hein. C'est-à-dire, ils ont réussi à convaincre une bonne partie de la population que c'était utile et que c'était dangereux de sortir. Et c'est aussi pour ça qu'un certain nombre se disputent. Ah, t'as été chercher le pain, mais t'as touché ça, t'as pas... Enfin bon, ils sont quand même très très bons pour créer la psychose. C'est une technique classique quand même de domination. C'est pas... Oui. Ils ont pour vous... la peur pour créer l'obéissance. Pour vous, en fait, pour vous, il s'agit, on peut dire qu'il s'agit d'une opération psychologique, d'ingénierie sociale, un petit peu. C'est de la propagande pure et simple. D'accord. On a pris une maladie qui était nouvelle. Oui. D'accord. On ne savait pas chercher d'où elle venait d'ailleurs. On pourra en parler plus tard. Mais en tout cas, cette maladie nouvelle permettait de faire peur. Et on a suscité la vieille peur de la grippe espagnole. Je rappelle que d'après l'OMS, tout ce qu'on fait comme travaux, ça s'appuie essentiellement sur les chiffres de l'OMS. Et les chiffres arrêtés à hier 23h59 précisément. Hein. D'accord. Bon. Donc c'est des chiffres récents, indiscutables. Eh bien, tous ces chiffres, l'OMS rappelle que la grippe, il y a quelques millions de gens qui sont atteints chaque année et il y a environ 500 000 morts. C'est les chiffres dans le monde, au niveau mondial. D'accord. Actuellement, et hier, il y avait au maximum 15 000 morts de coronavirus. Ça dure déjà depuis 2 mois. La grippe, c'est habituellement dans les 3 mois d'hiver que ça dure. Donc, c'est du comparable. Donc, on est d'un côté plusieurs centaines de milliers de morts, de l'autre 15 000, et on nous en fait la nouvelle peste de l'an actuel. Je rappelle que la vraie peste, elle a tué le tiers de la population européenne. Et qu'on n'a pas on l'a vaincu par simplement, une fois qu'on a compris qu'il fallait faire l'hygiène, d'être sale, et d'avoir des puces qui vous piquent et des rats qui traînent dans les rues. Alors, effectivement, la peste, c'est pour y revenir à Paris parce qu'il y a des rats. Mais le coronavirus ne se propage pas comme ça. Et donc, si on applique les règles très classiques pour limiter les épidémies qui sont la suppression des personnes malades, les mettre de côté le temps que ça se passe. On sait maintenant que c'est 20 jours. Au bout de 20 jours, on n'est plus contagieux. Hein. On sait que c'est 20 jours. On sait aussi que la contagion se fait essentiellement non pas par les malades avec des symptômes, parce que ça, on les voit, on a tendance à les isoler quand même, ou les protéger par les bêtes minimum, mais par des gens qui sont sans symptômes. Ce qu'on appelle des porteurs sains, ou très peu atteints. Et que ces gens sans symptômes représentent 70% des gens qui ont le virus. Donc la vraie lutte contre l'épidémie, c'est dépister les gens sans symptômes et les mettre eux en quarantaine, et uniquement eux. Mais ceci suppose qu'on ait des tests, qu'on recherche des diagnostics pour les reconnaître. Actuellement, on ne les reconnaît pas, on les cherche pas. On les cherche pas, comme ça on les trouve pas. Moi, je voudrais rajouter, quand on parle de 20 jours, ce qui est quand même apparemment le chiffre retenu, c'est non traité. Et on reviendra sûrement sur la chloroquine tout à l'heure, mais un des intérêts majeurs quand même de cette chloroquine, c'est de raccourcir la charge virale, donc le temps où les gens sont contagieux, qui passe, je crois, à 6 jours à peu près, au lieu de 20, ce qui est capital. Donc on va le donner qu'aux mourants comme très long de science, c'est quand même, on en parlera tout à l'heure de la chloroquine,
même si elle ne guérit pas tout, même si bon, je veux bien, mais en tout cas, pourquoi se priver de cette diminution de la charge virale qui a été testée de façon tout à fait démontrée, non seulement par le professeur marseillais, mais la Chine, et puis maintenant, il y en a partout. Alors, maintenant, il y a même il y a New York. Alors, si vous le permettez, je vais renvoyer notre public à votre excellent article que l'on peut lire dans Agoravox et aussi sur votre site internet qui s'intitule « Confinement, mesures sanitaires ou politiques ?» pour l'interrogation. Voilà, qui fait référence à... Soyons clairs, c'est une mesure purement politique pour habituer la population à la dictature. Il n'y a plus de gilets jaunes dans les rues, on est tranquille, et personne ne dira que la politique générale est mauvaise. Je peux abroger le code du travail, ce qu'il a fait. Oui, c'est ça. La loi de lutte contre le coronavirus a été de supprimer la loi travail. Oui, absolument. Tout le code du travail. Absolument. Je ne sais pas si ça permet d'éviter le virus, puis il continuera à travailler. On va dire ce qui restait du code du travail, mais oui, les 35 heures, les... Enfin, on vous oblige à prendre vos vacances quand vous êtes confinés, pour les vacances. Oui. Ou RTT, enfin on assèche tous vos droits. Ils essayent vraiment c'est ce qu'ils veulent passer. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont passé, et sans révolte populaire. Sans possibilité de manifester. Possibilité maintenant, après tous les gens, il faudrait que les gens... Enfin, il y a toujours une possibilité, je veux dire. Après, il faut que les gens soient suffisamment mûrs pour manifester. Il faut peut-être que les policiers soient avec ceux qui manifestent parce qu'ils sont en plein concernés, eux-mêmes sont en plein atteints par le virus. Une fois qu'ils auront compris qu'ils sont les premières victimes du virus, c'est de la chair à virus, le policier. On l'envoie au contact des gens. En lui interdisant de mettre en lui interdisant de se protéger. C'est absolument incroyable. On veut vraiment en faire des malades. Et donc, les médecins aussi, pareil. Les médecins, je rappelle qu'il y a quand même un 5e médecin qui est mort de coronavirus, ce qui est très logique. On les envoie au contact des malades sans moyen de se défendre. C'est vraiment des soldats qu'on envoie au front sans armes. Sans armes, oui. Et ils sont sûrement plus atteints que la moyenne, enfin un médecin, fermier, ambulancier, tout ce monde-là, parce qu'ils ont une charge virale, ils ont un contact qui fait qu'ils reçoivent du virus bien plus souvent. Un malade qui contamine, ça va peut-être 2, 3, mais au bout du 10e, vous pouvez plus supporter et votre organisme craque. Donc moi je crois que c'est pas du tout étonnant qu'il y ait beaucoup de victimes parmi le personnel soignant. Et j'ajoute aussi que notre président a trouvé très, très intelligent de battre le rappel des vieux médecins retraités. Venez vite. Or, on sait que les médecins âgés, enfin les personnes âgées, sont exposées bien davantage. Elles sont plus vulnérables. C'est sûr qu'on met en premier, allez. Quelque chose d'un peu... Enfin en première, mais autant que les autres. Mais j'ai vu que les 4-5 médecins, enfin au moins sur 4, je ne sais pas si j'ai eu l'âge, ils ont, oui mais je ne sais pas si c'est l'usage, ils ont entre 60 et 68. Ils ont plus de 60 ans tous. Alors, à vous. Que pouvez-vous nous dire sur le coronavirus quant au fait qu'il soit éventuellement donc naturel? On a entendu qu'il pouvait être d'origine animale, fabriqué, on a entendu ça aussi, peut-être en se faisant traiter de complotiste. Je ne suis pas un chercheur, je n'ai pas examiné personnellement le virus, donc je ne peux pas trancher sur ça. Il y a vraiment un certain nombre d'indices qui sont troublants. Je vous écoute. Premièrement, le virus est apparu à Wuhan. Wuhan est la seule ville de Chine qui est équipée d'un laboratoire P4. Il a été équipé d'un laboratoire P4, c'est-à-dire de haute sécurité virologique, destiné à faire les études sur les virus, à modifier les virus. C'est la fonction du P4, en particulier pour préparer les vaccins. Ce laboratoire a été livré pièce en main par les Français. Inauguré par le professeur Lévy. Qui est le mari de la précédente ministre de la Santé. En grande pompe, cela est indiscutable, c'est dans le bulletin de l'INSERM, c'est dans d'ailleurs... les Cazeneuve, le Premier ministre, ils étaient très fiers. Ils étaient très fiers maintenant, ça ne prouve pas que... Bon, ils avaient également pas suffi aux remarques des services de sécurité français et américains qui avaient dit « Attention, messieurs les politiques, on ne peut pas empêcher ce laboratoire d'être transformé à des fins militaires. » Ça avait été envisagé d'emblée. On est passé, nos amis chinois sont nos amis, donc on leur fait confiance, on leur donne donc un engin dangereux. Troisième fait indiscutable, ça a été publié, ce laboratoire travaillait sur le coronavirus et sur le SRAS. D'accord. Il y a plusieurs articles qui le montrent. Donc il travaillait sur le coronavirus. Il est quand même tout à fait étonnant que dans un pays aussi grand que la Chine, l'épidémie démarre juste au seul endroit où il y a un laboratoire qui travaille sur ce virus-là. Alors, un dernier argument qui n'est pas publié, parce que les gens qui voulaient le publier ont été un peu censurés, c'est l'analyse du virus. Dans l'analyse du virus, par rapport au virus précédent,
il y a 8 séquences différentes. 6 de ces 8 séquences sont concentrées sur un tout petit segment de 300 codons, une toute petite place du virus. Et dans ces 6 séquences particulières, il y en a 3 qui sont directement issues du sida. Alors, la nature peut faire n'importe quoi, elle peut faire ça, bien entendu. Mais la probabilité pour qu'une telle anomalie soit réunie au même endroit est de l'ordre, d'après un statisticien américain, de l'ordre de 1 sur 10 000. Qu'il est hautement probable que ce soit fabriqué alors, par les informations qu'on a de sources sûres. Qui sont indiscutables. Bon, alors, je ne dis pas qu'il a été fabriqué pour infecter la population du monde. C'est peut-être tout simplement un accident de laboratoire, alors qu'on voulait bras de fer un vaccin pour le coronavirus. Donc on a travaillé sur, et puis il a échappé parce que toute activité humaine est faillible, et c'est pas la première fois qu'un virus s'échappe d'un labo, même P4. Parce que là, même P4, parce que c'est vrai que... Bien entendu, il y a eu plusieurs. Même Pasteur avait été pris la main dans le sac, si j'ose dire, avec une souche de virus hautement dangereuse qui a été oubliée sur une étagère pendant plusieurs mois. Les erreurs humaines sont connues. Enfin, d'accord. C'est banal. Et les conditions de travail se détériorent partout. Oui. Et on sait qu'en Chine, ils ne sont pas toujours regardants sur la qualité. À mon idée, mais même en France, je veux dire, à partir du moment où les conditions de travail générales sont mauvaises, il y aura de plus en plus d'accidents. Oui, donc c'est une probabilité pour vous, d'un accident. C'est une probabilité que ce soit un virus fabriqué. Un faisceau d'indices concordants. Virus fabriqué est hautement probable. Maintenant qu'il soit sorti ou pas, par hasard ou par volonté, ça on a évidemment aucune moyen de le savoir. Très bien. Alors en ce moment, on entend beaucoup parler de chloroquine. Ça fait, on peut même dire que ça fait le buzz. Pouvez-vous nous présenter rapidement ce médicament, si je peux l'appeler comme cela? Donc quel recul est-ce qu'on a sur cette substance? C'est un vrai médicament. Bon, alors ok, donc... qui est un antipaludéen de synthèse qu'on utilise depuis 70 ans, je crois, enfin depuis 1949. Mais avant, il était utilisé, mais il n'était peut-être pas à la pharmacie centrale des hôpitaux. Mais bon, c'est vraiment un médicament hyper classique. Si vous êtes allé en Afrique ou je ne sais où, on vous a sûrement donné une prescription, même pas, on vous a dit il faut prendre ça, vous allez à votre pharmacie, puisque c'était en vente libre. Donc, j'allais y venir. Vous n'aviez pas besoin d'ordonnance. Et d'ailleurs, nos militaires au Mali, on ne leur demande pas leur avis, on ne leur demande pas si c'est dangereux. Ils ont leur ordonnance et c'est amusant parce qu'ils ont leur prescription et ils prennent tous les jours, 6 jours sur 7 et comme ça ils savent que c'est dimanche parce qu'ils n'en prennent pas. Donc vous partez au Mali demain et on vous donne votre Nivaquine. Je ne sais pas comment ils vont faire maintenant, parce que les militaires ils vont dire « Ah, mais vous dites que c'est dangereux !» Donc, bon, c'est un antipaludéen préventif, c'est-à-dire quand on va en Afrique et qu'on n'est pas en zone de palu d'une façon générale et qu'on n'est pas immunisé, qu'on n'a pas été 100 000 fois piqué avant, et qu'on on le prend et il n'y a pas d'ennui. Et il y a des gens, alors il y a d'autres indications de ces antipaludéens de synthèse qui sont des maladies auto-immunes comme le lupus. Il y a des témoignages d'ailleurs sur internet des gens qui sont absolument outrés, qui disent ça ils racontent n'importe quoi, quand même ils se renseignent un peu, parce que là on a l'impression que c'est un tout nouveau médicament. Non, c'est pas un tout nouveau médicament, ça n'a rien de nouveau. 70 ans qu'il existe et ça fait au moins 30 ans qu'on l'utilise par exemple dans le lupus érythémateux disséminé, et à des gens qui ont 30 ans, 20 ans, 30 ans. Bon, c'est un médicament, donc effectivement, si vous avez une liste de 25 médicaments maintenant, comme les gens leur prescrit, je sais pas, une statine, etc., des antibiotiques, machin, vous prenez de la notice du médicament et vous regardez qu'il n'y ait pas de contre-indication avec les médicaments que vous prenez. Et ça, normalement, c'est le médecin qui vous le prescrit. Mais quand vous l'achetiez, quand vous achetez un médicament, vous regardez si la notice ne vous dit pas de ne pas prendre tel médicament ou pas prendre telle chose. Donc c'est un vieux médicament sans danger, donc plus exactement les quelques petits effets secondaires du genre j'ai un peu la nausée, vomissement, etc. C'est bien connu et ça n'a rien à voir en importance avec le fait de probablement être contaminé par un virus et de rien faire et d'attendre chez soi. Nous, je peux vous raconter une histoire qui est celle de tout le monde, puisqu'il y a plein de gens qui racontent la même. Un ami qui vous téléphone, Nicole, j'ai 39 depuis ce matin, je ne suis pas bien, etc. Bon, on essaie de rassurer, comment tu respires, etc. On se regarde, même par
par Skype. Oui. Bon, on voit, non, on essaie de rassurer les gens, et puis au bout du 5e jour, sa folle, il téléphone. Alors là, il téléphone au 15. Ah ben non, il ne faut pas téléphoner au 15. Ah, vous respirez bien. Non, vous restez chez vous, vous ne faites rien. Surtout, vous prenez rien, vous prenez du Doliprane. Bon, je rappelle quand même que le Doliprane, c'est dangereux, de la 3 grammes par jour. Et pas 4, comme j'ai vu traîner un peu partout, même par certains médecins. Au-delà de 3 grammes par jour, ça donne des hépatites, des hépatotoxicités graves. Moi, j'ai vu il y a 30 ans une petite fille mourir parce qu'elle avait une maladie qui donnait des pics de fièvre comme ça, hein, une maladie qui donnait des pics de fièvre, et le tonton qui était médecin, il voulait absolument couper cette fièvre. Et la gamine, elle est quand même morte en réa d'hépatotoxicité de Doliprane. Et je vous raconte pas cette histoire comme si c'était une histoire de chasse. Le Doliprane est un médicament dangereux. Donc, ce brave monsieur, il téléphone au 15, on lui dit faites rien. Et en gros, attendez la détresse respiratoire. Et une fois qu'ils ont la détresse respiratoire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, soit ils s'en sortent, soit ils s'en sortent pas. Et c'est à ce moment-là qu'on va leur donner la chloroquine. C'est monstrueux. Il est trop tard, ouais. Donc justement, pour vous... pour démolir l'efficacité. Oui. Quand vous avez un cancer au dernier stade et que là vous arrivez avec votre beau médicament de chimiothérapie qui marchait bien en stade précoce, ça ne marche pas chez les mourants. On va arrêter ce quand on a une infection grave, quand on a une infection, on n'attend pas que l'infection devienne grave pour donner les antibiotiques. Bien sûr. C'est parfaitement ridicule. Et d'ailleurs ça s'appelle comment on dit l'extrême-onction. Non, ça c'est on le donne trop tard, mais je veux dire, quand vous avez une septicémie chez un gamin, enfin moi je dis un gamin parce que j'étais pédiatre, mais qu'est-ce que vous faites? Vous donnez, vous pensez c'est peut-être légère, mais ça, vous donnez une association d'antibiotiques probabiliste, et puis vous affinez 48 heures ou 3 jours après quand légèrement poussé, mais vous n'attendez pas les 3 jours. Alors après ça devenait un peu la mode, mais c'est un gros risque. Hein. Donc pour vous, en fait... On traite d'emblée une infection qui est reconnue. Voilà, donc quand on fait un diagnostic de probabilité de coronavirus, et si on a de la chloroquine, franchement, on est content. Hein. Donc pour vous, cette prudence vis-à-vis de la chloroquine est exagérée. La prudence vis-à-vis de la chloroquine est largement injustifiée. C'est totalement injustifiée. Et je rajoute que l'essai qui propose de le donner aux gens en phase terminale est parfaitement ridicule, car on peut parfaitement le juger, et on pourrait faire un essai sur beaucoup plus de gens en prenant les cas qui commencent. C'est très simple, on sait doser la dose de virus chez un individu. D'accord. Donc, on pourrait très rapidement, en 7 à 10 jours, on n'a pas besoin d'attendre 30 jours, mettons 15 jours, en 15 jours, on regarde la charge virale avec chloroquine. Et on la voit, comme a fait d'ailleurs Raoult, on la voit chuter beaucoup plus vite que sans traitement, puisque ça, on l'a, la charge virale sans traitement. On en a eu plein en Chine et dans d'autres pays. Donc on sait comment ça chute naturellement, et donc on pourrait comparer et affirmer, confirmer les travaux. Mais de toute façon, déjà on le sait, Perron qui est le patron d'infectiologie de l'hôpital de Garches, qui était quand même très réputé dans un temps donné. Moi j'étais en 2006, et d'ailleurs à l'époque je suis arrivée chez lui. Nous, il venait dans le service quand on avait un souci d'infection, on discutait comme ça, comme normalement, et en général, il nous envoyait son chef de clinique qui était Jérôme Salomon. Je vous dis ça parce que c'est quand même rigolo, c'est l'actuel directeur général de la santé, c'était son petit chef de clinique à l'époque. Donc, pour vous dire quand même, Perron, c'est pas n'importe qui. Et Perron, il a piqué sa crise plusieurs fois, là, il a une tête, le pauvre homme, il doit complètement être épuisé. Et il a dit, mais bon, je crois que c'est lui qui l'a dit, mais si c'est un autre patron, c'est pas grave, de toute façon, c'est vrai. Quand on n'avait pas la pénicilline et que tout le monde mourait de pneumonie à pneumocoque, et que brutalement on donne la pénie et qu'il y a 20 malades qui survivent, vous n'avez pas besoin d'avoir 200 malades pour savoir que ça marche. Pour être simple, il faut arrêter ce cinéma-là. Nous, quand on s'est mis, c'est différent, c'était en cancérologie, mais quand on traitait avec Gérard des cancers de l'os chez l'enfant, des osteosarcomes, ils gardaient leurs jambes et nous on faisait la chimio. Donc en fait, et je palpais la jambe et je voyais l'effet. Mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est quand on les avait soignés avec un protocole précédent qu'on nous avait imposé de l'agence européenne, on les voyait mourir, ces gamins, c'était terrible. Moi, je me disais, je ne vais pas faire ce métier-là longtemps. Puis bon, finalement, on a rencontré Rosen, qui était aux États-Unis, on s'est mis à faire son protocole. Et là, on a vu tous nos gamins guérir. Dans les 2 premières années, je peux vous dire que les résultats sont confirmés à 30 ans. Et donc,
Bah, vous n'avez pas besoin, sur les 10 premiers gamins, on a vu que ça marchait le Rosen et que c'était pas du baratin, parce que lui aussi à l'époque se faisait démolir puisqu'il guérissait ses malades. Vous comprenez, il faut quand même comprendre que dans ce milieu, quand on guérit les malades, c'est qu'on est vraiment mal vu. Ouais. Quand on publie des résultats mauvais, ça va. Mais si on... c'est hallucinant, hein. L'histoire de Raoul, c'est l'histoire typique habituelle. Ouais. Enfin, là, on a une population générale française qui est confinée, alors c'est monstrueux. Non, moi je rajoute que c'est pas tout à fait ça. Raoult a quand même... c'est scandaleux ce que raconte Raoult. Ah. Il veut qu'on traite à 10 centimes le comprimé, alors qu'on pourrait vendre ses produits à 3 000 € le mois. Ah oui, voilà. Eh oui. Bon, c'est quand même un crime de oui, absolument oui. insupportable. C'est un crime capitalistique, on peut dire. Non, mais c'est monstrueux parce Il faut qu'effectivement, comprendre ce qu'il y a derrière la critique de Raoult. c'est vraiment de la finance pourrie, quoi. Évidemment qu'alors là, c'est vrai qu'il s'est heurté à un vrai lobby général, parce que c'est quand même le monde entier, quoi. Si le monde entier, au lieu d'utiliser les nouveaux médicaments qu'ils sont en train de tester, là, à Bichat, etc., je sais pas quoi, enfin, tous les antiviraux modernes qui traitent et qui n'ont pas de fort potentiel d'être efficaces, enfin, pourquoi pas, mais qu'on le garde pour ceux où ça n'aura pas marché. Mais ils vont les payer 5 000 € par mois ou 10 000. Enfin, les nouveaux médicaments, c'est toujours des prix absolument astronomiques. Et en plus, je rajoute quand même, ils veulent absolument nous faire un vaccin. Ils veulent nous faire un vaccin parce il y a actuellement 30 pro-vaccins qui sont en cours d'étude. Oui, on a entendu qu'Israël aurait un début de vaccin. J'ai entendu ça. Excusez-moi, oui, j'ai entendu qu'Israël aurait un début de vaccin et se placerait un peu comme le sauveur. Oui, non, ils veulent tous être les premiers. Parce qu'on sait bien que dans la course au fric, le premier qui arrive, il gagne, il ramasse le pactoc. Les autres, ils se partagent les broutilles. Voilà. Mais il faut être le premier. Donc ils sont prêts à sortir n'importe quoi, à truquer n'importe quel essai pour dire que leur produit est vraiment le meilleur. Oui, puis pendant 2-3 ans, elle vend, et puis après... Avant de se rendre compte que attention quand même, je peux dire qu'en Israël, il me semble qu'ils utilisent la chloroquine, chez la malade précoce. Ah, d'accord. Ça fait partie des pays où c'est en cours. C'est encore en cours. Dans les pays, il y a quand même des médecins qui sont fidèles au serment d'Hippocrate, qui en douce, c'est bizarre. Quitte à mettre en jeu leur carrière, traitent. D'accord. Traitent les malades quand ils sont... Comme un Rodi Perron, et non Raoult, enfin les deux, de toute façon, une maladie infectieuse, ça se diagnostique et ça se traite. On n'attend pas 3 semaines, 6 semaines que les anthropologues, les sociologues du comité scientifique aient bien voulu dire que ah bah oui, c'est très intéressant. Bah non, on traite les malades, on n'a pas envie de les faire mourir. Et ça, c'est important de comprendre que c'est faux. Quand vous interviewez des gens sur des maladies, il faut interroger les cliniciens, les gens qui voient le malade, qui ne sont pas sur leur éprouvette. Les gens de terrain, c'est ça que vous voulez dire? Les gens de terrain, c'est ça que vous voulez dire? Ceux qui sont sur le terrain? Du terrain du malade. Oui, qui s'occupe de malades, qui voit des malades. Oui, qui traite des malades, qui essaie de sauver des malades. Qui est au lit du malade, qui le réanime, qui leur met un peu plus d'oxygène, un peu plus de protéines, un peu plus de ça, etc., qui l'aide de lui sauver la peau, quoi. Alors, je dois dire... C'est pas l'éprouvette où on fait des choses intéressantes, mais ceux-là, ils sont quand même très loin de la réalité du terrain, ils ne sont pas à 6 semaines près. Alors je dois ajouter quand même, parce que là Nicole est très gentille avec les gens du comité scientifique. Elle est très très gentille. Parce que moi j'ai été frappé par une charge absolument au lance-flamme de la présidente du comité contre Raoult, qui l'a traité vraiment... Lacombe. Non, Karine, elle est pas présidente. De Karine Lacombe. D'une nana qui a fait une charge d'une violence étonnante. Donc j'ai été étonné. Je me suis dit, il doit y avoir des raisons. Il n'y a jamais de cause sans raison. Donc j'ai eu le culot d'aller chercher ces liens d'intérêt. Et dans les liens d'intérêt, il s'était marqué ces liens d'intérêt, effectivement. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment elle a pu participer à la discussion, parce qu'il est bien mis dans la déclaration de liens d'intérêt que si on a des liens d'intérêt susceptibles d'interférer, la discussion n'aura plus de valeur. Et vous pourrez être attaqué en justice. Il y a déjà eu des précédents. D'accord. Et il se trouve qu'elle déclarait qu'elle travaillait pour Gilead. Elle a déclaré 15 000 €. Alors, Gilead, c'est pas par hasard. Gilead, c'est très très important que les gens aillent regarder ce que c'est Gilead. D'abord, s'il y en a qui la bourse intéresse. Alors, est-ce que vous pouvez épeler le nom? Gilead, c'est
c'était un labo français qui s'est vendu et qui est en Californie. GILEAD. D'accord. Donc les gens iront voir. Qui sont en train de faire l'antiviral qui apparemment pour l'instant a la cote en France. D'accord. C'est pas la même cote en Italie, par exemple, c'est un autre qui a la cote. Enfin bon, ils se disent. Alors il faut savoir que cette personne a déclaré. C'est pas au comité scientifique, c'est à l'HAS. Tu parles de la Combe. Oui, c'est l'HAS, ça fait pas partie du comité de scientifique. C'est autre chose, le comité scientifique, c'est pas là qu'ils ont décidé. Alors il se trouve qu'elle qui a eu cette charge très intense contre. Et elle a donc déclaré effectivement. Contre Raoult. Que Raoult dire ça, c'est monstre. Alors cette dame est non seulement a été payée comme investigateur par le laboratoire parce qu'elle a fait des essais au nom du labo, elle a donc touché ses 15 000 €, mais surtout elle n'a pas déclaré, comme la loi l'y autorise, attention, elle a le droit de ne pas le déclarer. Elle a le droit de les déclarer, mais elle n'est pas obligée de le déclarer. Ces liens d'intérêt qui sont couverts par des contrats commerciaux. Eh oui, donc c'est le secret des affaires, c'est ça? C'est ça, le secret des affaires oui. Plus important que la santé publique. Donc on ne déclare pas les liens commerciaux, il suffit d'avoir un contrat commercial. Je rappelle que ces contrats commerciaux sont beaucoup plus rémunérateurs, c'est plus du 15 000 €, là c'est du 50 000 à 200 000, et d'après certains, on peut même aller jusqu'à 500 000 € dans l'année en cumulant plusieurs de ces contrats qui sont dits de conseillers du laboratoire. Alors, certains prétendent que ces conseillers sont scientifiques. Ils ne sont pas du tout scientifiques. Les laboratoires ont tout ce qu'il faut comme ça, puisque c'est eux qui sortent les produits. Oui. Donc, ils ont besoin de conseillers commerciaux, de gens qui font la cheville, l'interface entre le laboratoire et l'administration. Et c'est ces gens-là qui se permettent, sans donner leur qualification de conseiller officiel du laboratoire, ce qu'elle aurait dû faire, puisqu'elle parle en public d'un de ses confrères, et que la loi de la transparence santé dit bien, tout médecin qui s'exprime en public doit donner ses liens d'intérêt, doit les donner. Bon, alors c'est vrai chaque fois qu'elle parle sur TF1, apparemment, là, c'est la grande vedette actuelle de TF1, si je ne me trompe pas de chaîne, mais c'est pas grave. Donc, elle représente le laboratoire, entre autres, Gilead, pas seulement, elle en représente 4 autres. Ouais. Mais en gros, elle dit, je suis professeur, ce qu'elle n'est pas, les MCU, je crois, enfin, peu importe. Maître de conférence, c'est pas à la pitié, je ne sais plus, enfin bon, peu importe, à la paix, on va dire, à la science publique de Paris, mais ils ne disent pas qu'elle représente, en fait, Gilead. D'accord. Et d'autres. Et elle devrait le dire, tant la chaîne de télé qu'elle sont coupables de non-transparence, de non-application de la loi. Si vous regardez sur le site Transparence 12 français, vous ne verrez pas le fait qu'elle soit conseillère du laboratoire. Voilà. La loi française dit, si vous avez un contrat commercial, vous n'êtes pas obligé de le dire. Voilà. Mais il se trouve qu'il n'y a pas que les Français dans le monde, il y a aussi les étrangers, les Américains. Et les Américains, depuis le scandale du Vioxx, ont exigé que les liens d'intérêt figurent dans tous les articles scientifiques. Voilà. Et c'est sur ces articles scientifiques que j'ai pu voir qu'elle était conseillère des laboratoires un tel et un tel. Donc apparemment, le gouvernement français était au courant de cette épidémie partant de Chine depuis au moins décembre 2019. Oui, les premiers mois de décembre 2019. Voilà, il n'a pris alors aucune mesure de fermeture des frontières, ni de mise en quarantaine des vols provenant de Chine. Le 13 janvier... On a été les chercher, les malades, alors. Voilà, on est même allé... Oui, on en a importé, en fait. Le 13 janvier 2020... Il faut bien voir que c'est arrivé à Creil. Creil, c'est sur une base militaire. Et que le deuxième avion, il me semble, était militaire. Il est passé par là. Donc, on n'a pas trouvé l'origine de la contamination de la base. Je crois que c'est un militaire. Mais je crois qu'ils l'ont trouvé. Là aussi, il y a des indices concordants. Oui. Alors, comme vous le savez, le 13 janvier 2020... L'ex-ministre de la Santé, donc Agnès Buzyn, a fait classer la chloroquine sous toutes ses formes comme substance vénéneuse. Vous savez que ça marchait, qu'il ne fallait surtout pas, et qu'il n'y avait surtout pas que le public puisse y accéder. Alors vous êtes affirmatif là-dessus, vous affirmez tout de go. Non. Qui savait? Non, par rapport à ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire vous pensez qu'elle a pris les devants pour compliquer... Oui, bien sûr, parce que... Il n'y a jamais d'effet sans cause. Je suis d'accord, mais bon. Parce que brutalement, je n'ai pas eu connaissance d'intoxication récente à la chloroquine qui ait défrayé la chronique. Ouais. Non, mais là, tout le monde savait que ça marchait déjà, parce que, bon... Ils ont stoppé la commercialisation libre en France à partir du moment où les Chinois, car c'est comme ça qu'on a su les choses, que les Chinois ont dit dans une petite lettre de 2 pages, ils n'ont pas donné leur essai, ils ont dit que ça marchait.
C'est à partir de ce moment-là qu'en France, on a interdit à la vente. D'accord. C'est quand même curieux. Et je vais être politiquement incorrect. Est-ce que vous pensez que Agnès Buzyn pourrait être poursuivie pour ça? Vous savez bien que nos politiques échappent à toutes les poursuites. Non, n'exagère pas. Il y a une plainte. Oui, il y a des plaintes. Désolée, il y a une plainte faite par des médecins contre elle, par Fabrice Divisio, l'avocat, pour la Cour de justice. Bon, moi, j'ai pas très peur pour elle parce qu'il se passe jamais rien. Néanmoins, c'est bien aussi qu'on en parle quand même. Oui. Je veux dire, bon, Qu'au moins les gens soient au et courant. franchement, ça va être désagréable. C'est désagréable quand même. Moi, je pense que la mise en danger d'autrui, dont elle est responsable, ne doit pas porter seulement là-dessus. Les Français sont mis en danger parce qu'ils n'ont plus assez de services hospitaliers de réanimation, qu'ils n'ont pas assez de respirateurs. Le gouvernement, là, a saisi les respirateurs des cliniques privées pour essayer d'avoir quelques respirateurs en plus. Mais ne les utilisent pas. Mais ne les utilisent pas. Ils ont bloqué les interventions, tout ça, dans le privé, partout. On n'a plus le droit de travailler quand on est chirurgien en France, dans le privé. Et ces respirateurs ne servent à rien. Et c'est uniquement pour pallier au scandale de l'hôpital public qui a été abandonné depuis 20 ans. Je dois dire aussi que si on regarde le nombre de respirateurs par pays, les morts par pays correspondent très exactement à l'insuffisance des respirateurs. Le champion du monde des morts, c'est l'Italie. L'Italie a en gros 2 respirateurs quand la France en a 3, que l'Allemagne en a 6, et que le Japon en a 7,8, et que la Corée du Sud en a 7. Au Japon, les morts se comptent pas sur les doigts d'une main, mais ils sont inférieurs à 100, de loin. Ouais, oui. La mortalité, c'est-à-dire le taux de mort par rapport à la population, puisque la population du Japon est 2 fois supérieure à celle de l'Italie. Oui. La mortalité donc, sur la population globale est 100 fois inférieure. Oui, vous l'expliquez bien dans votre article sur Agoravox, d'ailleurs, c'est très bien décrit. Je renvoie vraiment les auditeurs à cet article qui est extrêmement bien fait, où vous parlez effectivement sans embâge. Non, je donne les chiffres de l'OMS. Sauf que là, l'article d'Agoravox a été écrit avec des chiffres il y a une semaine, et que les chiffres actuels sont encore pires. Oui. Mais bon, c'est la tendance, c'est la même. Oui, la tendance est là, oui. Il y a 2 types de pays. Les pays qui font le confinement de la population saine, de toute la population, la France et l'Italie, l'Espagne. L'Espagne, il ne faut pas l'oublier, l'Espagne est quand même tout de suite après l'Italie pour les morts actuellement. Et puis les pays qui sont libéraux, et malheureusement, la démocratie renaît en Asie quand elle meurt en Europe. Je veux dire, les pays que je classe dans les libéraux parce qu'ils ont laissé leur politique démocratique, ça a été la Corée du Sud, ça a été le Japon, ça a été Taïwan et Singapour. Dans ces pays, ils ont donné, non pas des ordres, mais des conseils à leur population. Ils ont surtout acheté des masques, c'est très amusant. À Taïwan, par exemple, le ministère des Armées a envoyé ses soldats dans des usines pour fabriquer des masques. Ils ont fait 28 chaînes nouvelles de fabrication de masques, tout de suite, dès qu'ils ont pris les premiers cas en Chine. Donc, ils ont utilisé leurs soldats vraiment à fabriquer des choses utiles à la population. Ce que je voudrais ajouter là-dessus, quand même, parce que c'est quand même extrêmement choquant, bon, on manque de masques, on manque de lits, on manque de respirateurs, on manque tout ça. Il y a quand même, il a fallu que les gens se réveillent un peu, mais il y a une solidarité bienvenue qui fait que telle usine dit, moi, je veux bien vous faire des masques, je veux bien vous faire des surblouses, je veux bien, moi, le Prigent, il a dit, je veux bien faire des respirateurs, je veux les faire. Il a dit, ça fait 2 mois que j'ai proposé au ministère, pas de réponse. C'est quand même assez extraordinaire que tous les gens qui veulent essayer de faire des choses utiles pour arrêter la pandémie ne soient jamais entendus. À tel point que maintenant, les mecs, ils disent, bon, on ne demande plus, on se débrouille, on se fait nos masques, je ne sais plus lequel c'est Bruno Retailleau, je crois, au ministère, pas au ministère, à l'Assemblée, il y a une 8aine de jours, il a dit, bon, écoutez, vous ne voulez pas le faire au ministère, vous n'avez pas les moyens, on ne veut pas savoir, mais au moins, laissez-nous le faire dans les collectivités. Parce qu'en plus, ils interdisent, sous prétexte d'homologation. C'est donc, vous avez quand même, ça va quand même beaucoup, moi, je trouve que ça va beaucoup plus loin que le manque. C'est du manque organisé qu'on ne veut surtout pas combler. Oui. Il faut que les Français aient peur, qu'ils restent confinés. Pendant ce temps-là, on met nos lois. Et puis pendant ce temps-là, on les conditionne à avoir peur. Après, comme ça, quand dans 6 mois, on leur dira qu'il faut faire le vaccin obligatoire, ils ne broncheront pas. Oui, tout ça ressemble fort à une domestication à l'échelle du pays. Complètement. Justement, donc, vous m'amenez à la transition de la question suivante.
Donc on constate tous que depuis de nombreuses années, la logique néolibérale a appauvri le système de santé français. Celui-ci se retrouve aujourd'hui débordé face au Covid-19 avec un manque criant de moyens, notamment dans le Grand Est. Est-ce que nous ne sommes pas en train de payer justement le prix de cette gestion calamiteuse? Alors, nous payons totalement le prix de cette gestion calamiteuse. On a un petit peu de chance. Ils ont quand même, il faut reconnaître que la France a quand même, ils ont un truc où ils étaient bons, c'était d'emblée de dire aux gens, si vous êtes suspect du Covid, n'allez pas dans les urgences ordinaires. Oui. Ça, ils ont quand même bien joué. C'est les médecins, parce que ça fait quelques... Oui, mais ils ont bien joué ça. Là, il faut qu'ils ont bien joué parce que les médecins, c'est pas le l'Italie. L'Italie ne l'a pas fait. Et si l'Italie est dans cette affreuse catastrophe, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de respirateurs, mais aussi qu'ils ont une épidémie qui a beaucoup plus explosé à cause de ça, puisque les gens se sont précipités aux urgences, se sont tous contaminés les uns les autres. À Milan, on sait qu'une seule personne qui a attendu 6 heures aux urgences, qui est la durée moyenne de l'attente des urgences en France, a contaminé 87 personnes. C'est logique. Et quand le gouvernement nous dit on confine tout le monde, mais messieurs les travailleurs, prenez le métro pour aller bosser, c'est un scandale. Et quand on entend la SNCF qui dit il n'y a pas assez de monde dans mes trains, ils sont plus assez bondés, donc je réduis les trains. Pour qu'on soit toujours aussi, le nombre de trains, pour qu'on soit toujours aussi bondés. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Et puis franchement, on se moque de qui? Et puis on peut se souvenir aussi quand on prend, si je peux me permettre, quand on prend un peu de recul avec tout simplement, il y a quand même eu beaucoup de scandales de santé ces dernières décennies, qui laissent quand même le droit à la suspicion. Souvenons-nous du sang contaminé. Sang contaminé, c'est une horreur absolue. Non, c'est pour ça quand on dit est-ce que Buzyn va être puni, entre guillemets, j'ai quand même pas beaucoup d'espoir. Néanmoins, il ne faut pas exagérer, c'est pas... Les choses peuvent changer. Oui, et puis c'est pas très agréable d'être devant la Cour de justice, même si finalement il vous arrive rien. Faut pas... Moi, je veux dire, c'est quand même bien que Édouard Philippe et elle soient poursuivis pour la façon dont ils n'ont pas répondu aux 11 mois de grève. Oui. 11 mois de grève quand même. Et ils ont continué les fermetures de l'île. Les hôpitaux. Ils ont continué les fermetures de l'île, etc. Et donc c'est bien qu'ils soient poursuivis. Évidemment, ce qui est choquant là-dedans, c'est que le président il n'est pas dans les poursuivis, mais enfin peut-être ça se fera après, j'en sais rien. Moi c'est vrai, là il est en immunité, donc. Mais sauf si les gens disaient bon c'est pas grave, là on est confinés, on descend tous dans la rue, mais bon j'ai pas l'impression que ça soit le problème de l'heure alors. Moi je voudrais insister sur un autre aspect du confinement. Donc, médicalement c'est stupide, et c'est stupide sur les résultats observés en comparant les libéraux, les pays démocratiques et ceux qui ont imposé les confinements de la population. C'est pas comparable le nombre de morts, c'est dans les pays qui confinent. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Et bien entendu aussi dont l'outil de santé est déplorable. Mais je voudrais quand même insister sur des conséquences qu'on ne voit pas bien. Il y a d'une part des conséquences médicales, peut-être que Nicole parlera là-dessus, et il y a aussi des conséquences économiques. Les conséquences économiques vont être catastrophiques. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, puisque l'économie, comme chacun le sait, est quand même presque par terre. Donc est-ce que le coronavirus n'aurait pas bon dos justement pour justifier de l'effondrement économique et dire « Ah c'est pas nous, c'est le coronavirus ». C'est l'une des hypothèses, effectivement, tout à fait possible. Mais ce n'est qu'on n'a pas de preuves. Il y a quand même beaucoup de mails qui circulent. Effectivement, moi, j'ai pas de compétences économiques et pas de preuves. Mais il y a quand même beaucoup de mails qui circulent que ça arrange bien tout le monde. On savait qu'il devait y avoir une crise et qu'elle serait majeure. Et qu'il fallait qu'elle soit finie avant mars 2020 pour que les banques fassent je sais pas quoi. Enfin bon. Donc effectivement, il est bien tombé ce virus. Je pense particulièrement à notre cher et ami Pierre Jovanovic qui l'annonce quand même depuis des années. À l'heure où je vous parle, quand même, la Deutsche Bank n'a pas eu besoin du coronavirus pour être complètement par terre. Elle n'est même plus propriétaire de son immeuble. Non, mais... Oui, mais elle a peut-être besoin du coronavirus pour que ça ne se voit pas. Pour expliquer. Peut-être. Il faut trouver un responsable. Comme ça, on ne peut pas être la gestion libérale. Se taisent. Okay. Et effectivement, ce qui est envisagé, déjà, le confinement a déjà mis à mal pas mal d'artisans. Les artisans ne peuvent pas, ils sont partis. Les artisans cuits. Il faut qu'ils payent leurs charges. Il faut qu'ils payent leurs ouvriers. Parce que les ouvriers ne seront pas pris en charge par l'assurance chômage qu'a promis Macron. L'argent qui est mis là sur la table par Macron, c'est 15% des salaires d'un mois.
Donc ça veut dire qu'ils ne sont payés qu'un ouvrier sur 6, ou un sixième du salaire. Hein. Là, ils nous obligent à une grève diabolique, au point de vue... alors les cadres qui peuvent travailler en télétravail, pour certains continuent à bien travailler, d'autres ont déjà des difficultés parce que les réseaux ne marchent pas. Donc, tout ce qui est profession libérale, hein, avocats, médecins, les chirurgiens ne peuvent pas travailler non plus. Et ils auront quand même leurs assurances à payer, quand même leurs impôts à payer, quand même leurs charges à payer. Quand on sait que les charges représentent en moyenne 60 à 70% du revenu brut de ces professions, on ne voit pas le bout du tunnel. C'est absolument catastrophique. Et au-delà de ça, il y a aussi les gens qui ont un café. C'est liquidé. Toutes ces professions, tous les artisans, l'artisanat est le premier employeur en France. Oui, de France, oui, tout à fait. France actuellement. Donc on tue là actuellement le premier employeur de France. Ce qui peut peut-être arranger certains acteurs économiques beaucoup plus gros. Absolument, je veux dire que les grandes entreprises aussi utilisent le coronavirus pour ne pas payer leurs fournisseurs en disant on ne peut pas pour l'instant à cause du coronavirus. C'est eux qui vont s'en sortir et c'est eux qui toucheront les subsides de nos impôts. Donc, effectivement, là, il y a une liquidation de toute une couche de la société complètement... Je ne sais pas si c'est pour, effectivement, masquer la déroute qui apparemment est pire que 1929, si c'est pour la masquer, ou si c'est pour masquer autre chose. Il y a d'autres hypothèses qui tournent sur les 5G. Ils avaient déployé la 5G à Wuhan en même temps que le virus. Bon, est-ce que c'était qu'ils voulaient voir ce qu'il y avait comme inconvénient ou pas, et que le virus, il était bien aussi là pour bon dos? J'en sais rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'hypothèses qui tournent. On trouve quand même, je pense qu'il y a une hypothèse là-dedans qui sortira. Ce sera juste parce que, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas, c'est peut-être une troisième qu'on n'a pas envisagée, mais parce que c'est quand même invraisemblable qu'il y ait une panique pareille, une psychose pareille dans le monde pour un truc qui fait 8000 morts pour l'instant. C'est bon, c'est tout, même 15 000. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait... Quand on compare aux centaines de milliers de morts annuelles de la grippe. Oui, de la grippe saisonnière. Et là, actuellement, on ne nous parle pas des morts de grippe ordinaire actuellement. C'est très triste. Pour l'instant, ils doivent être dedans. En France, nettement supérieurs à ceux du coronavirus. Non, mais c'est ça, je veux dire, par exemple, là, on va devoir louper, c'est très bien, mais on va nous dire, ce soir, il y a eu 100 morts ou 150 morts. C'est très triste, ça, je veux dire, c'est affreux. Néanmoins, il y a eu aussi aujourd'hui 500 morts de cancer. Oui, il faut raisonner en termes chiffrés, en termes solides. Oui. C'est-à-dire, là, effectivement, on va faire, comme je vous disais tout à l'heure, on ne raisonne plus en médecin avec le malade qui est en train de claquer sous votre nez, et là, c'est terrible. Mais cette psychose généralisée pour une maladie, effectivement, qu'on ne connaît pas bien, qui est impressionnante, tout ce qu'on veut, mais ça ne justifie pas un confinement. Un bourrage de crâne complet, quotidien, sans arrêt. Oui. Alors, je vais revenir là... comme ça. Et un confinement qui n'a jamais eu... Je sais plus, c'est en Angleterre, je ne sais pas, qu'ils viennent de dire qu'ils allaient confiner 1 milliard de gens. Enfin, et on utilise une méthode qui n'a fait aucune preuve. C'est quand même incroyable. C'est surtout ça qui est grave. C'est absolument incroyable. Alors, on casse l'épidémie contre rien. Pour revenir au coronavirus tout simplement et aux moyens de s'en prémunir, donc étant donné la pénurie, une méthode de fabrication maison de masques par et pour chaque Français est-elle efficace selon vous? Ah oui, il faut faire. Elle n'est pas 100% efficace, mais elle est beaucoup mieux que rien. Oui. Il y a des bons tutos sur Internet, il y en a pas mal qui circulent, et il y en a qui ont l'air assez sérieux, et oui, bien sûr. Oui, vous y faites allusion dans votre article sur Agoravox, j'ai vu, oui. J'ai dit ça, j'ai dit... Vous y faites allusion, oui. Oui, mais il faut pas y aller... Et j'encourage nos amis des filtres à café, par exemple, il y a des choses comme ça, mais bon, après, c'est des supports, mais il faut que les gens, surtout il y a quand même des plus bricoleurs que moi, je veux dire, tous ceux qui ont des couturières autour et tout ça, ils peuvent même les laver après, il n'y a aucun souci. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'ils sortent sans masque. Il ne faut pas qu'ils fassent la bise à tout le monde, ça c'est vrai. Il faut qu'ils se lavent les mains, ça c'est vrai. Ça, c'est des mesures. Ce sont des vieilles mesures d'hygiène. Qui ont toujours marché. Qui ont toujours marché, qu'on a peut-être un peu oublié. C'est peut-être pas plus mal. Même l'hiver, habituellement, quand il y a des grippes, tout ça, c'est pas la peine de se faire la bise au bureau, 5 personnes. Alors, je dois ajouter quand même, parce que Nicole n'a pas voulu parler, sur les complications médicales du confinement.
Simon en a parlé au début. Très peu. Je crois qu'on a dit quand même allez-y, oui, abordez. Oui, l'aspect psychologique. Les enfants battus, les femmes battues. Oui, vous en avez parlé. On en a parlé au tout début, je crois. Oui. Bah, en tout cas, Nicole et Gérard de l'Épine, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc, je renvoie encore une fois, je renvoie notre public à l'excellent article que vous avez rédigé sur votre site internet, donc www.nicoledelépine.fr, intitulé Confinement, mesures sanitaires ou politiques, que l'on peut également trouver sur le site Agoravox, je l'ai déjà dit. Je rappelle que vous êtes les co-auteurs de nombreux ouvrages sur le cancer, notamment Hystérie vaccinale, vaccin, garde d'asile et paradoxe, médicaments anti-cancer peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix, cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin, et le cancer, un fléau qui rapporte, entre autres. Ben, je vous remercie beaucoup, portez-vous bien, bon confinement, et j'espère à très bientôt.